Vous êtes dans l'enseignement secondaire, vous êtes membre de l'équipe de direction, vous êtes professeur, éducateur ou encore chef d'atelier, alors cet épisode de l'heure de Fourche pourrait bien vous intéresser. Écoutez les témoignages et les projets inspirants d'une directrice et d'un professeur qui ont été accompagnés par des conseillers au soutien et à l'accompagnement. Bienvenue dans l'heure de Fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de Fourche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'heure de Fourche, le rendez-vous des enseignants et des directions à la recherche d'outils, de conseils et de témoignages inspirants. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de deux projets très différents dans deux écoles différentes, mais tous deux porteurs de changements au sein de leurs écoles. Donc, nous explorons comment les conseillers au soutien et à l'accompagnement du CEGEC ou CSA accompagnent sur le terrain les directions, les enseignants pour mener à bien des projets au sein de leur école. Arnaud, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement les éléments importants à connaître sur cette cellule ? Oui, Victoria. Donc, pour rappel, dans un précédent épisode, nous avons expliqué les missions de cette cellule qui a pour but d'accompagner, par exemple, des enseignants pour répondre à leurs besoins et leurs attentes sur le terrain, vraiment dans leur classe. Cette cellule, elle est composée de 105 conseillers qui sont des directions, des enseignants, des chefs d'atelier en détachement. Il y a 4 sphères dans la cellule de soutien et d'accompagnement du CEGEC. Il y a la sphère pilotage, dont le but est d'accompagner directions ou référents qui ont une approche plus globale par rapport à l'école. La sphère pratique pédagogique pour accompagner l'enseignant dans sa classe. La sphère numérique pour accompagner aux pratiques numériques et la sphère PK qui est et ça on fait un petit rappel de l'épisode spécial qui est sorti sur le sujet du PK. Je pense que c'était il y a 2 épisodes, je pense, oui, Victoria, tout à fait. Mémoire. Et donc aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de 2 de ces sphères, donc la sphère pilotage et la sphère pratique pédagogique, avec donc des exemples concrets d'accompagnement. Pour vous parler de la première sphère, nous accueillons tout d'abord Monique Paulus, qui est directrice de l'école Dominique Pire, qui a travaillé sur un projet avec Éléonore Stormack, qui est conseillère au soutien et à l'accompagnement au pilotage. Bienvenue à vous deux et merci d'être dans l'heure de Fourche. Bonjour. Merci, bonjour. Donc, on va commencer avec une première question. Dans quel cadre s'est passé l'accompagnement ? Quel était le besoin initial ? Dans le cadre de notre plan de pilotage, on a déterminé qu'on avait quand même pas mal d'hétérogénéité parmi nos élèves et qu'on a un public qui a vraiment besoin d'être particulièrement accompagné et des enseignants qui réclamaient des outils pour pouvoir différencier leurs pratiques. Entre autres, il y avait pas mal d'autres besoins dans le plan de pilotage, mais celui-là était quand même un besoin très partagé et assez prioritaire. Et il était évident qu'on allait avoir besoin d'aide pour se faire accompagner. La première aide, elle est venue en effet de cette équipe de CSA. Et pour nous, c'était une façon, pour nous, l'équipe de direction, parce qu'on a aussi une section infirmière dans notre école. Et donc, on est 2 directions adjointes et une direction. Et donc, faire appel à l'équipe de CSA, c'était avoir une expérience et une vue sur d'autres pratiques dans toutes les écoles et une façon de mettre en place une stratégie. Et donc c'est clair que quand on a établi notre besoin, on a fait appel très naturellement à Éléonore et à sa collègue. Comment vous avez déterminé du coup ensemble le travail à réaliser ? Comment ça s'est passé ? Oui, au départ, en fait, il y a eu une formation qui a été donnée par l'IFEC sur des thématiques comme le co-enseignement, la différenciation, la conception universelle des apprentissages. Oui, c'était surtout le co-enseignement et la différenciation, même si il y avait 3 intervenantes différentes. Il y en a 2 qui travaillaient très de manière en binôme, en gros, et elles avaient comme axe surtout les différenciations diverses et surtout d'apporter des outils concrets. Et la 3e était surtout branchée sur les conceptions universelles d'apprentissage. En gros, toutes les 3 ont apporté des outils différents qui ont permis aux enseignants d'avoir des exemples de ce qu'ils pouvaient faire dans leur classe en gérant cette hétérogénéité. Et en fait, au départ de ces outils, on s'est dit pourquoi pas justement voir comment est-ce que ces outils se transfèrent dans les pratiques de la classe, d'où notre accompagnement par la suite, donc CSA et Monique et son équipe, où on a mis en place des transferts d'expérience, des retours d'expérience et que Monique a nommé par la suite des rebonds.
Et donc, on entre en fait dans ce schéma du 10, 20, 70, les 10% qui ont été consacrés à la formation, les 70% qui ont été consacrés aux expérimentations que les professeurs ont faites dans leur classe, et 20%, en fait, c'est ça, c'est ce retour, ce partage entre pairs des expériences qui ont été faites en classe et qui peuvent être partagées et analysées entre enseignants. Pour donner du concret, par exemple, à nos auditeurs, cet accompagnement, il s'est étalé sur combien de temps, plus ou moins ? Alors, il faut savoir que la première fois, donc quand on a mis au point le premier dispositif, où les 3 formatrices sont venues, c'était en décembre 2023. Donc nos CSA, Éléonore et sa collègue, sont venus assister. Je crois même qu'il y avait encore 2 ou 3 autres jeunes personnes de votre équipe et qui ont été quand même assez intéressées par ce qui se passait. Et très rapidement, même à l'heure de table, en fait, on s'est dit, mais c'est dommage, à la fin de la journée, si ça tombe, tout ce qui aura été dispensé à nos enseignants, ils vont être repris dans le train quotidien, dans leur pratique, et ils ne vont pas avoir l'occasion de lever le nez du guidon. Et donc, on a tout de suite imaginé que ce serait intéressant d'avoir un rebond, ce qu'on a appelé un rebond, en effet. Et dès le mois de mars, on a convenu une demi-journée, et on a convenu qu'on ne laisserait pas partir les enseignants sans une mission. Et la mission, c'était, dans les outils qu'ils avaient reçus pendant la journée, en choisir un, qu'il soit minime ou pas minime, et le tester dans les 2 mois qui allaient suivre. Et nous, en tant que direction, on a fait des petits rappels. L'idée, c'était de rappeler, n'oubliez pas de tester votre petit outil. Est-ce que vous l'avez choisi? Dans quel cas vous allez le faire, etc. Et in fine, ça a très bien fonctionné. Je vais laisser Éléonore continuer. Oui, donc on s'est revus au mois de mars et puis encore une fois au mois de juillet l'année passée. Et alors cette année, on s'est déjà vu au mois de décembre et il y a un dernier rebond, le 4e, qui aura lieu courant du mois de mars également. Oui, c'est ça. Donc, c'est sur plus d'une année, sur 2 finalement, ans aussi, hein. deux années scolaires différentes. Oui, c'est ça. Dans ces moments donc, de rebond, il y a donc, comment ça se passe concrètement? Vous vous organisez donc avec tous les enseignants qui sont intéressés par cet échange. Comment ça se passe concrètement Et donc concrètement, c'est vrai que moi en amont, je travaille avec Vicky la plupart du temps. Et alors j'ai travaillé aussi avec Valérie, la directrice adjointe, dernièrement. On prépare le dispositif de manière à utiliser un maximum les forces qui sont dans l'école. C'est-à-dire que on prépare un dispositif. Grosso modo, on part sur vraiment un retour d'expérience type success story. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné dans l'outil que vous avez utilisé? Quels ont été les freins que vous avez rencontrés? Quels sont les ajustements que vous voudriez faire et les prolongements que vous pourriez imaginer pour cet outil? Et donc, ce dispositif, on le propose à tous les enseignants via des animateurs de groupe, en fait. Et ces animateurs, eh bien, ils sont pris au sein même de l'école, de la partie transition, mais aussi du D4. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça a permis de mélanger également les enseignants des 2 sections différentes qui ne se côtoyaient pas nécessairement systématiquement. Et donc, ça a en plus renforcé ce lien entre les deux parties d'école. Donc, ça permet vraiment d'échanger des bonnes pratiques, des outils entre collègues, entre enseignants. Oui, c'est ça, tout en créant une dynamique d'équipe aussi, alors. Tout à fait, voilà. Et une reconnaissance entre les collègues, finalement, puisque ça passe assez bien qu'il y en a quelques-uns qui acceptent de sortir du rang, finalement, et qui prennent une responsabilité vis-à-vis de leurs collègues. C'est assez bien accepté. Ils sont de la même salle des profs, ils ont de la légitimité et de la crédibilité vis-à-vis de leurs propres collègues. Et donc, c'est très bien admis. Et presque à chaque expérience, on a changé d'accompagnateur parce que sur 4-5 accompagnateurs, vous en avez un qui est absent, vous en avez un qui peut être qui est remplacé, évidemment. Éléonore vient à chaque fois, parfois avec une collègue, parfois ça pas, parce que tous les CSA ne sont pas toujours disponibles aux bonnes dates, etc. Donc, ça multiplie les intervenants et ça donne une espèce de démocratisation, si vous voulez, à ce dispositif. Et alors, ce qui est particulier, c'est que de rebond en rebond, le dispositif est toujours le même, c'est-à-dire qu'on propose vraiment la même démarche. Par contre, le contenu, lui, vient directement des enseignants, puisque tout dépend de
ce qu'ils ont testé, des outils qu'ils ont testés et des questions éventuellement qu'ils ont par rapport à ces outils. Oui, c'est vrai que ça, c'est peut-être important de le rappeler. On l'avait expliqué dans le premier épisode, mais c'est vraiment que le matériau, finalement, vient du terrain, que ce soit les enseignants ou la direction. C'est vraiment le travail du CSA se base sur les besoins et vraiment sur ce que le terrain lui amène. C'est ça. C'est ça, on fait émerger les besoins et on essaye d'y répondre par des outils, mais qui ne sont jamais que des outils pour réfléchir, pour mettre en réflexion, mais qui ne sont pas des réponses toutes faites. Quelles ont été les facilités ou les difficultés de faire adhérer tout le monde ou de créer un mouvement collectif dans l'école ? Ça n'a pas été automatique. Disons que les 2 ou 3 premiers rendez-vous, ils répondaient quand même excessivement à un besoin, et donc le besoin était tellement important que les enseignants étaient tout oui. On pourrait voir un certain essoufflement, et donc c'est pour ça qu'on s'arrêtera à 4 rebonds et pas plus. Maintenant, on voit que les enseignants ont appris à partager. Et c'est ça, franchement, c'est là que le plus grand bénéfice, pour moi, peut se calculer. Bien sûr, c'est très intéressant qu'ils aient testé des nouveaux outils, qu'ils les essaient, qu'ils puissent les critiquer aussi. Nous, ce qu'on espère de nos derniers échanges, d'ailleurs, c'est qu'ils aient suffisamment de gourmandise pour aller encore chercher des nouveaux outils, qu'ils captent à gauche, à droite, mais que, surtout, ils aient appris à en parler entre eux et à se visiter. Parce que c'était un peu un des objectifs aussi de notre dispositif, c'est qu'ils aillent se visiter les uns les autres en classe. D'ailleurs, notre dernière mission, parce qu'à chaque rebond, ils ont une nouvelle mission. Ici, la nouvelle mission, c'est qu'ils forment des binômes et qu'ils aillent voir dans la classe du binôme qui se sont choisis comment ils utilisent tel et tel outil. Et normalement, on devrait faire le petit partage de cela au mois de mars. Et du côté, finalement, du côté d'un ou d'une CSA, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que tu attends, Éléonore, toi, à la fin d'un accompagnement, quand tu te dis, voilà, là, j'ai rempli ma mission, qu'est-ce qui te fait te dire, j'ai rempli ma mission ? C'est une question assez compliquée parce que c'est vrai que quand on est dans la sphère du pilotage, en fait, ma mission ne se termine jamais. Elle commence le jour où je rencontre la direction et elle se termine le jour où je quitterai la CSA, dans la mesure où je suis donc référente de l'école de Monique, comme je suis référente d'autres écoles et mes collègues sont référents d'autres écoles aussi. Et à ce titre, on répond vraiment à chacune des demandes, mais ces demandes sont diverses, ça va vraiment dans tous les sens. Et donc, ici, en l'occurrence, cette mission-ci, c'est vrai, comme le dit Monique, le rebond 4 sera peut-être le dernier, mais il amène à de nouvelles perspectives. On a déjà parlé, le travail collaboratif, le co-enseignement, toutes des choses qui sont encore des perspectives possibles pour l'école, pour la suite, sans doute pas dans l'immédiat, mais qui, petit à petit, émergent comme futurs possibles aux accompagnements CSA. Oui, c'est ça. Et l'avantage, alors, c'est qu'il y a aussi le lien qui se crée vraiment entre le ou la CSA et la direction de l'école. Oui. Pour vous, quelles seraient les raisons de faire appel à la cellule de soutien et d'accompagnement ? Je ne sais pas si on n'a déjà pas évoqué ça, mais clairement, pour nous, c'est l'occasion d'avoir quelqu'un qui, comme un drone, survole un peu toutes les écoles, a une vue panoramique sur tout ce qui se fait, et peut, avec ce regard méta, alimenter les réflexions des directions qui sont quand même assez penchées sur leurs affaires, là. Donc, c'est un moment de survol. À charge pour les directions d'adapter ça à leur contexte, partager ce contexte avec les CSA et trouver l'outil, la façon d'accompagner nos équipes pour que les besoins de nos élèves soient le plus possible rencontrés. Et donc, nous, on compte énormément sur les CSA. Chaque fois qu'on a quelque chose à mettre en place, on se dit, on va appeler Léonore, on place nos agendas. Je vous jure qu'on coince la date absolument. Celle-là, elle est figée. On se voit mercredi prochain pour préparer nos futures rencontres. Et c'est un incontournable parce qu'on sait très bien que sans ça, on a beaucoup de mal à dégager du temps pour faire un peu de la méta-réflexion, quoi. Moi, je remercie beaucoup l'équipe des CSA. Vraiment, on a encore eu une matinée ce matin autour de l'accompagnement personnalisé en préparation du tronc commun. Là, on est quand même certainement, je ne sais pas moi, 40 ou 50 écoles en réflexion, même si on ne parle pas à tout le monde, hein, ça, c'est pas possible en une matinée. Mais ça permet quand même ce temps qui est préparé par les CSA, ça permet de sentir qu'on n'est pas tout seul.
pour faire front aux réformes et aux nouveautés qu'on va devoir installer. Je dirais alors merci à Monique et à toutes les directions qui nous font confiance jour après jour, parce que c'est vrai qu'on sent qu'il y a au-delà du métier, il y a une vraie relation qui se crée. Et ça, c'est vraiment que du plus. Merci Éléonore et Monique pour votre témoignage et votre partage d'expérience. Donc, pour les personnes qui écoutent ce podcast, ça leur permet d'avoir un exemple concret d'accompagnement dans une école. Nous accueillons à présent 2 autres invités qui vont vous parler d'un accompagnement qui est terminé, mais qui a permis de construire une relation qui dure dans le temps. Nous accueillons Maxime Grignard, qui est professeur d'éducation physique et maintenant qui est formateur également. Tout à fait. Et nous accueillons François Paul, qui est conseiller aux pratiques pédagogiques en éducation physique. C'est bien Bonjour. ça? Bonjour. C'est tout à fait ça. Ils vont vous partager leur parcours et leurs apprentissages et surtout leur expérience d'accompagnement ensemble. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer au départ comment s'est passé votre tout premier accompagnement? En fait, c'est un peu un hasard. Moi, j'étais dans 2 écoles, une à Ayata Namur et une autre à l'Institut de l'Enfant Jésus. Et 2 fois, dans la même année, François est arrivé dans les écoles pour des objectifs différents. Mais celui à Ayata, c'était suite à une inspection. On essayait d'avoir un peu plus de cohérence entre nos années, parce que je pense que tous les professeurs faisaient leur popote, certes en respectant les compétences, mais est-ce qu'il y avait vraiment le lien entre nous? Je pense parfois une personne de l'extérieur, ça amenait un côté où on se relâchait en mode ok, ce n'est pas un patron, ce n'est pas notre boss, c'est là. Maintenant au moins quelqu'un il peut trancher et peut finalement parfois mettre juste une petite phrase qui fait que on n'allait pas tous s'entretuer. Et depuis qu'il est passé, on a un peu plus de fil conducteur déjà entre nous dans le supérieur en 4, 5, 6 et aussi avec l'inférieur de ok, ça c'est clairement pour vous et nous on s'occupe de ça. Et ça c'était vraiment essentiel suite à l'inspection, parce que il n'y avait pas de vrai problème, mais il n'y avait pas de vraie cohérence du coup entre les années, quoi. Et ça, c'est vrai que tu soulignes directement un point qui est assez important, dont on avait déjà parlé avec Pierre Sieur, dans le coordinateur de la CSA, dans l'épisode passé. C'est que le CSA, François, n'est pas le boss des enseignants. Il ne vient pas du tout avec cette casquette-là. Et c'est peut-être parfois même l'image qu'il faut un peu casser. Complètement. On dit souvent qu'on est collègue parmi les collègues, donc on vient s'asseoir à côté. On est là pour soutenir, on est là pour accompagner. Ici, dans ce cas précis, c'était plutôt basé sur la verticalité, la coordination des contenus, comme Maxime vient de l'expliquer. C'est ça, c'est vraiment une posture à côté du professeur, collègue parmi les collègues. Par rapport à cet accompagnement, qu'est-ce que ça a permis par la suite? Qu'est-ce que vous avez du coup mis en place ensemble pour qu'il y ait une cohérence entre tous les on a cours? vraiment repris tout le programme. On a dit okay, qu'est-ce que vous avez pour l'expression, qu'est-ce que vous avez pour les sports collectifs, qu'est-ce que vous avez pour l'endurance. Et on a vraiment autant il y avait une cohérence pour l'endurance, autant il n'y en avait pas vraiment pour l'expression et pour les sports collectifs. Et du coup on s'est imposé. Maintenant on a dit ok, voilà, pour le handball maintenant en 4e, 5e, 6e ça doit être une priorité. En 6e on joue, en 5e tout le monde fait la même chose, quel que soit professionnel, technique, général. Et en fait c'est la première fois qu'on se posait à table et qu'on disait on le fait vraiment. Parce que parfois, on se disait, oui, et qui fait quoi? Tu peux interroger. Mais qui fait quoi? Et qui fait quoi? Et qui fait quoi? Parce que les élèves, instamment, n'avaient pas le même cours. En réto, on mélange un peu tout. Donc, c'est les fameux cours mixtes. Ils ont tous des passés différents. Nous, en plus, on est une école où il y a quand même beaucoup de personnes qui s'inscrivent au fur et à mesure dans l'école. Il n'y a pas une grosse base de pyramide en première. Et non, c'est plutôt l'inverse. Et donc, au moins, on se retrouvait au réto, on pouvait faire du vrai sport. On commençait à vraiment se rapprocher du club. Et ça, c'était surtout ça qui nous a... On a vu la vraie différence. C'est que tout le monde adhérait, vu qu'on était obligé de le faire en 5e. Les élèves, après, ils avaient une cohérence. C'est pas, on a pu plus jouer dans un cours, plus respecter le programme dans un autre. Là, au moins, tout le monde était sur le même diapason. Et ça a eu un beau résultat. En tout cas, moi, je le vois vraiment surtout en réto. De se dire, ok, ce sport-là, maintenant, ils sont rodés. On ne doit plus expliquer 45 fois les mêmes choses. On sait déjà l'exercice qu'ils ont déjà fait avant. Et ça donne des résultats qui sont plus beaux. Et une meilleure chronologie dans les apprentissages. Et puis même, ça a relancé la motivation aussi pour certains enseignants, parce qu'il y avait... Allez, je prends l'exemple de l'acrogym. C'était pas une discipline qui était la plus fun ou attractive, on va dire, dans notre école. Mais on a des salles qui s'y prêtent. Instamment, il y a une salle où il n'y a que 2-3 tatamis et pas grand-chose. Alors oui, il y a 2-3 collègues qui vont faire des sports de combat, 2-3 qui vont faire expression en danse. Mais on avait un potentiel de gym et on avait un potentiel, on va dire, de tatami à exploiter. Mais voilà, paf, ok, on s'est dit maintenant, en gros, on attaque 4, 5, 6, ce sera le volet de l'expression acro-gym, c'est comme ça pour tout le monde. En 4e, on s'occupe que d'un certain aspect. En 5e, on va plus loin.
Et en fait, voilà, c'est ça que ça a amené. Il y a peut-être des collègues qui refoulaient, enfin, dire cet axe d'expression. Et là, on s'est tous posés, on a dit, OK, toi, comment tu fais? Moi, je fais plutôt comme ça. Et allons dans la même direction. Et je pense que cette petite graine, on va dire, qui a été mise à ce moment-là, a eu une conséquence après en sport collectif chez nous en handball. Et vu les discussions qu'on a encore actuellement maintenant, en fait, on s'est dit pourquoi pas faire ça pour quasi tous les sports. Maintenant, dans cette salle-là, il n'y aurait que ce type de sport. Dans l'autre salle, que celle-là. Et comme ça, finalement, même les élèves ne sont plus à réclamer certains sports ou certains profs en mode non, mais nous on veut ça, comme c'était à la carte et Netflix. Je pense qu'il y a quand même aussi, on peut se dire, on peut être une vraie introduction au club et se dire si on se met une belle base sur 1, 2, 3, voire plus, ben après, ces élèves-là ne sont pas paumés et peuvent se retrouver en club et finalement pratiquer leur activité physique et sportive après la réto. Et moi, en tant que professeur d'éducation physique, c'est notre seul but. Ils vont faire 1000 sports, 1000 activités, 1000 jeux, mais au final, si après 18 ans, 21 ans, ils se retrouvent en dehors et quand on les recroise, alors tu pratiques un sport, ils te disent bah non, moi plus rien. Ben, pour moi, nous, on a raté notre mission. Et je pense qu'en faisant tout le temps du zapping de 2 semaines, 2-3 semaines, quelle que soit l'année, à un certain moment, ils s'y perdent et finalement, ils s'accrochent vraiment à rien. Et finalement, on n'a pas fait notre job, en fait, tout simplement. Donc ça apporte quelque part une cohérence et un continuum pédagogique. Et c'est en fait ton rôle, alors, François, si je comprends bien là-dedans, ça a été de mettre de l'huile dans les rouages, en fait. Ouais, complètement. C'est vrai, comme Maxime dit, c'est la plus belle victoire quand un élève vient nous trouver et nous dit grâce à vous, je me suis inscrit dans un club de judo ou dans un club de basketball. C'est aussi montrer le potentiel environnant de l'école, toutes les opportunités qui sont là devant lui. Et ce que j'aime bien dans le discours de Maxime, c'est que l'école, il y a plusieurs axes d'éducation en éducation physique. Donc, il y a l'axe sportif qui saute aux yeux, mais il y a aussi la santé, la sécurité et l'expression. Et donc, parfois, on a un petit peu ce caractère de dire l'expression, la caricature, c'est la danse, par exemple. Et si je ne sais pas danser, je ne fais pas l'axe de l'éducation et l'expression. Eux, ils ont été ingénieux, ils ont été créatifs, ils ont trouvé l'acrosport, qui est une discipline qui se marie à merveille avec l'axe de l'éducation et l'expression. Et donc, voilà, ils ont sauté sur le cas et c'est vraiment une bonne idée. Et cet accompagnement, c'était il y a combien de temps, du coup? C'était 5 ans et demi, 6 ans. Voilà, c'était juste avant le Covid, j'ai l'impression. Ouais. C'est ma référence à chaque fois. Ça, je vois un peu. Vous êtes restés en contact jusqu'à maintenant. Donc, quel est le rôle de François aujourd'hui pour toi, Maxime, vu que c'est une relation qui a duré dans le temps, du coup? L'avantage, c'est que quasi dans la même continuité, il y avait une super formation qui s'appelait le QFOCEP qui était partie à l'oubliette. Et le Fort PEP, donc une nouvelle version en tout cas, je trouve, de cette formation, est revenu à ce moment-là. Et du coup, de nouveau, 3e fois que je vois le visage de François Poul à ce moment-là, je me dis ok, on va souvent amener à se croiser. Ça s'est super bien passé, c'était à Waterloo, je me souviens. Et là, on parlait finalement des différentes formations qu'il y avait à ce moment-là. Et il y en avait moins qu'avant, mais c'est normal, c'était le renouveau. Et lui, il était très sensible à l'axe de l'expression. Du coup, il s'est souvenu de ma tête, il a dit « Mais attends, mais toi, tu n'étais pas danseur ?» Moi, j'ai fait « Oui, moi, j'aimerais bien justement en plus amener autre chose que ce qu'on a eu à l'UNIF, à notre école. » Même si c'était très très bien d'ailleurs, parce que c'est quand même ça qui m'a donné envie de donner cours de danse. Donc voilà. Donc je ne suis pas là pour critiquer cela, mais il manquait pour moi des danses qui étaient plus connectées, en tout cas, aux élèves de maintenant. À ce qu'ils écoutent, à ce qu'ils pratiquent, à ce qu'ils dansent en soirée. Et du coup, là, la discussion était fluide. Il a dit, ok, on tente ça au fort, pourquoi pas. J'ai eu un premier essai, et puis ça s'est bien passé, puis un deuxième essai, puis maintenant, je suis... ça fait 3 ou 4 fois maintenant qu'on collabore. Ouais. Et donc, au final, chaque fois, il y a un lien. Il y a toujours un moment dans l'année où on se retrouve à être en lien et à parler directement pour l'ouverture de l'option en sport-études danse. Clairement, je me suis dit, quand tu n'as pas trop de références, tu veux être sûr que ça va bien se passer, c'est un numéro qui est toujours possible. Et donc, ça, c'est plutôt fluide après. Tu sais que François est là si jamais tu as des questions, besoin d'un appui pour quelque chose, une idée, un projet. Oui, on voit qu'il y a en tout cas, voilà, les formations ont bien été relancées maintenant. Il y a un bel engouement. On sait que c'est du sérieux, quoi. On peut le faire. C'est bien aussi de montrer aux écoles qu'il y a plusieurs fonctions qui gravitent autour de ce contour du CSA. Il y a l'accompagnement en école, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Le fait de répondre de temps en temps au téléphone, d'avoir un email, de répondre aux préoccupations, parfois aussi de mutualiser ou partager des victoires, des bonnes recettes. Ici, Maxime, par exemple, on va collaborer sur une nouvelle ressource pédagogique qu'on va mettre sur le site éducation physique du CEGEC. Donc, on a l'intérêt de faire ce document pédagogique en danse. Et donc, voilà, il y a plein de
de petites facettes comme ça du CSA qui sont méconnues. Et c'est bien de votre part de mettre tout ça en lumière, en tout cas. Et ça serait vraiment plus simple que Ça existe, ouais. Ça ferait du bien parce que chaque fois on se retrouve après les formations à où est-ce qu'on peut retrouver ce type d'informations. Alors oui, on envoie vite un WeTransfer ou un groupe WhatsApp. Et puis on le perd à un moment ou à un Et autre. puis 6 mois plus tard, quand la personne doit vraiment l'utiliser, elle te renvoie un mail. En fait, j'ai perdu les infos. Alors tu le renvoies une deuxième fois. Mais en fait, c'est vrai que ce serait bien si c'était centralisé à un endroit. Et on pourrait commencer à y voir clair comme une sorte de bible de où trouver un bon cours au-delà de YouTube. Vraiment sur une plateforme que nous, on a choisie, approuvée par différents professeurs qui concernent vraiment la Belgique. C'est vraiment l'intention de cet onglet qui s'appelle « Ça existe ». En effet, c'est un jeu de mots. Donc, quand on est en accompagnement, quand on est en école, on a toujours un professeur qui nous demande « Dis, t'aurais pas un super truc en handball, un super truc en football ?» Et là, on lui répond « Si, ça existe ». Et donc, voilà, de là est venue notre idée de cet onglet qui est en fait un partage de bonnes recettes de collègues qui nous fournissent le matériel, qui nous fournissent les documents. Et puis, nous, on remet ça en page, on valide en comité. Et puis, on mutualise, on partage ça au plus grand nombre. Et on le mettra certainement le lien dans le descriptif de l'épisode. Ah, super. Comme ça. Et on peut faire peut-être juste une petite parenthèse, même si c'est pas le sujet principal, mais Maxime, tu parlais du FORPEP tantôt. Donc le FORPEP, c'est un dispositif de formation pour les profs d'éducation physique secondaire. Et c'est, rappelle-nous les dates, c'est fin juin. Oui, c'est 19 et 20 juin cette année-ci. On a la chance de retourner à Louvain-la-Neuve. Ok, on en reparlera dans nos autres supports, mais comme ça, l'information est déjà passée. Pour vous, quelles sont les raisons de faire appel à la cellule de soutien et d'accompagnement ? Quand on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un sujet, la direction, ça peut normalement être quelqu'un qui pourrait trancher. On a tous un passé ou une relation différente avec ces relations, en fonction de quand on arrive dans l'école, si c'était notre collègue avant. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en jeu humainement, ou même des tensions ou des favoritismes. Là, au moins, on est sûr, on prend quelqu'un de l'extérieur et on peut déposer sur table et trouver une solution. Moi, c'est comme ça que je le vois. Monique nous disait juste avant qu'elle voyait le CSA comme un drone, justement, qui avait une vision très, très macro de ce qui peut se passer. J'ai l'impression que c'est un peu, en tout cas de l'apport qu'il peut avoir, j'ai un peu l'impression que cette idée revient un petit peu, qu'il est à côté, enfin il est au-dessus, il a une vue globale, mais il est à côté et il peut apporter justement... Et ce qui est bien aussi, c'est que notre connaissance, finalement, elle dépasse le paysage d'une école. Et donc, on se nourrit de toutes les rencontres, de toutes les écoles qui, en éducation physique, encore plus que dans les autres disciplines, vous savez que les conditions de travail, les infrastructures conditionnent quand même fort les activités. Et donc, nous, on peut à ce moment-là recadrer en disant, ok, vous vous plaignez, mais j'ai vu pire. Ou simplement, ici, cet espace-là, moi, je verrais plutôt cette activité-là. Et donc, c'est de s'enrichir de toutes nos connaissances de ces écoles qu'on rencontre au quotidien, et elles sont très nombreuses, pour pouvoir après faire du sur-mesure et contextualiser au sein de chaque paysage d'école. Ouais. Et surtout, ça concerne vraiment l'éducation physique. De nouveau, parfois, quand on demande un avis à notre direction ou à des personnes qui sont déjà dans l'école, ils ne sont pas sur le terrain en éducation physique. Donc là, au moins, on a un avis vraiment centré éducation physique, ça fait déjà du bien. Et puis, c'est un avis. Donc finalement, c'est pas une imposition. L'accompagnement va se faire, le conseil va être donné. Après, on va prendre ce qu'on a envie, et ça, pour moi, c'est juste du bonus, en fait. Oui, c'est ça. Cette absence de lien hiérarchique, finalement, elle fait du bien. Merci François et Maxime pour votre témoignage. Avec plaisir. Dans cet épisode, donc, nous avons vu comment Éléonore et Monique ont su mobiliser des équipes autour d'un projet collectif, et comment François et Maxime ont cultivé une relation au-delà de l'accompagnement initial. N'hésitez pas à consulter les ressources sur la cellule de soutien et d'accompagnement qui se trouve dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté l'heure de fourche. Et si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager avec vos collègues. Le prochain épisode, Victoria portera sur un sujet lié au numérique. Et d'ici là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, CEGEC Enseignement Catholique sur Facebook et LinkedIn, et l'heure de fourche sur Instagram. À bientôt. À bientôt, merci. Oui, merci. Au revoir. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.